sans les masques, on peut se parler avec des gestes. C'est pas forcément facile de toujours se faire comprendre quand on a plein de choses à dire. Donc on voit quand même là que le milieu est assez pauvre, hein. On n'a pas beaucoup de corail vivant là au niveau de la pente externe et même au niveau des poissons. Pour le moment, on n'en voit pas beaucoup. Ce que vous remarquez, c'est que les poissons globalement ont des toutes petites tailles, hein. Donc ce qui n'est pas un signe de bon état de santé du récif. En général, sur la pente externe, vous avez des poissons qui sont plus gros, hein, que ceux qu'on voit dans le lagon. Le lagon jouant essentiellement un rôle de nurserie, hein, pour les poissons, et que une grande partie des espèces qu'on voit dans le lagon, on les voit aussi sur la pente externe, mais à une taille plus grosse. Donc là, en fait, on va commencer avec Lola un comptage. Donc je te laisse peut-être expliquer la partie corail et je reprendrai la suite pour Ouais, les très poissons. bien. Donc pour pouvoir compter sous l'eau, en fait, il faut qu'on définisse une surface le long de laquelle on va compter, parce que bien sûr, on ne peut pas compter partout sur l'ensemble du récif. Et pour ça, en fait, on déroule comme ça des décamètres qui nous permettent d'avoir une ligne de référence le long de laquelle on va pouvoir compter ce qui se passe. Donc moi, en particulier, je vais observer tout ce qui est les colonies de coraux qui sont le long de cette ligne et regarder aussi s'il y a d'autres animaux comme des bernards l'ermite, des étoiles de mer, des oursins, qui peuvent être des indicateurs d'un bon état de santé du récif. Et Pascal, autour de moi, elle va faire des comptages de poissons. Et ensuite, moi, je vais faire un comptage le long de ce transect je vais estimer un couloir de 2,50 m de chaque côté de ce transect pour faire en fait un couloir global de 5 mètres de large. Et donc en général, donc c'est 50 mètres, pardon, 50 mètres que je fais 3 fois. Donc 50 mètres sur 5 mètres de large, ça fait des surfaces de 250 mètres carrés. Une autre question? Alors, pour effectuer des comparatifs d'une période à une autre, vous revenez au même endroit pour compter. Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on fait à La Réunion. Là, depuis une vingtaine d'années, on a des stations de référence, donc qui sont des stations fixes. Et donc, en fait, on revient exactement au même endroit pour voir l'évolution de ces stations. On appelle ça des stations au fil des ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce réseau de suivi qu'on a sur les récifs de La Réunion, il y a exactement le même type de suivi qui se fait sur d'autres types de récifs à travers le monde, hein. Et donc, on fait partie de ce qu'on appelle le GCRMN, d'un réseau mondial, le Global Coral Reef Monitoring Network, qui nous permet de comparer les données, par exemple, de La Réunion avec celles qui sont prises en Australie ou au Kenya. Voilà. Donc, on arrive comme ça à déterminer l'état de santé des récifs de La Réunion en comparaison avec les autres récifs de par le monde. Compléter, ce que j'étais en train de vous montrer sur les images que vous venez de voir, en fait, c'était des petites colonies. Parce que ce qui est important de regarder sur le récif corallien, donc c'est les différentes espèces de colonies qu'on a, leur nombre bien sûr, mais aussi s'il y en a des plus petites parmi les grosses. En fait, souvent les petites colonies parmi les grosses sont des colonies juvéniles. Et quand il y en a sur un récif, ça veut dire que le récif est en train d'avoir des juvéniles qui viennent remplacer les colonies plus vieilles. Et donc ça peut être aussi un signe de bonne santé et surtout de reprise quand il y a eu un événement qui a tué par exemple les grosses colonies. Compléter le propos de Lola, donc c'est vrai que l'histoire de la taille des individus, pour nous, c'est un indice d'état de santé des récifs. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on s'est mis à l'eau, on a vu peu de poissons et aussi des tout petits poissons. Donc en fait, plus les poissons seront petits, plus cette biomasse elle sera faible. Et donc ça, c'est un signe de perturbation des récifs coralliens, souvent dû à une pression de pêche trop forte sur les récifs, ce qui fait que les poissons n'ont pas le temps de grandir et de se reproduire et qu'il y a voilà, une faible biomasse. Pouvez-vous nous expliquer pour rappel que sont les coraux? Ok. Et pourquoi Ouais, l'image il semble un peu gris? Ah oui. Donc les coraux, c'est bien des animaux, ce sont pas des roches. Et en fait, c'est un animal qui vit avec tous ses semblables dans une colonie et qui va fabriquer un squelette calcaire. Et ce squelette calcaire est suffisamment dur après pour pouvoir fabriquer carrément une barrière de corail quand plusieurs couches de coraux vont s'accumuler les unes au-dessus des autres. Donc les coraux sont un petit peu palos à l'écran parce qu'on est en profondeur et en fait quand on va en profondeur, les couleurs sont absorbées par l'eau. Donc on va très vite dans les premiers mètres perdre la couleur rouge.
Ensuite, on perdra la couleur jaune et à la fin, plus on descend profond, plus tout va être bleu. Donc ça, c'est notre œil d'humain qui a du mal à capter ces couleurs-là. Ah, le voilà, le poisson trompette. Alors, est-ce que vous rappelez comment il se nourrit, ce poisson? Donc, il est pas très. Vous voyez, il a un corps qui est très allongé, avec une petite queue, des toutes petites nageoires. Donc, il n'est pas très agile, hein, et il peut aller très vite. Et il a une bouche là qui est vraiment une espèce de museau très allongé qui va lui permettre en fait de happer ses petites proies. Donc c'est aussi un carnivore. Là, on voit bien sa bouche. Et quand il ouvre en grand, elle peut devenir très très grande et donc ça va lui permettre de happer des petits crustacés, des petits poissons, des petits mollusques. Donc lui, il est aussi carnivore. Et il a une bouche qui peut devenir vraiment impressionnante quand elle est ouverte. Il peut vraiment aspirer beaucoup de petites proies. Donc là, il est tranquille. Il trouve que Lola est charmante, donc il est hyper zen devant elle. Il a dû comprendre que c'est une amie. Hein. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Vraiment, ça a été super pour nous avec Lola de partager ce moment avec vous. On était très contents de voir toute votre curiosité, toutes les questions que vous avez posées. On espère vous avoir fait découvrir un monde que vous aurez envie de mieux connaître et de protéger aussi. Et écoutez, peut-être à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Combien de temps vivent les boudins de mer? Alors là, c'est une très bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, il y a quelque chose d'assez rigolo chez les boudins de mer, c'est qu'ils ont deux façons de se reproduire. Ils peuvent se reproduire comme les coraux en lâchant des gamètes dans l'eau. Ils vont ensuite donner des œufs, des larves et recoloniser les milieux. Mais ils peuvent également se reproduire. Alors on appelle ça la reproduction végétative, mais c'est pas grave, c'est pas la peine de le retenir. Mais c'est tout simplement un individu peut se diviser en deux et donner deux individus. Donc ça donnera un peu comme des jumeaux, c'est-à-dire qu'ils seront exactement pareils dans les gènes. Mais ça permet aussi, si par exemple il n'y a pas de mâle et de femelle dans une zone, ça permet à l'espèce de quand même se développer en attendant d'avoir suffisamment d'individus et un milieu qui est intéressant pour pouvoir faire une reproduction avec des petits gamètes dans l'eau. Alors, on a une question de Toussaint-Le. Oui, parfait. Est-ce que tous les poissons peuvent voir dans l'obscurité? Est-ce que tous les poissons peuvent Voir dans l'obscurité? voir dans l'obscurité? Alors, c'est une très bonne question. Alors, on a en fait, dans la nature, sur la Terre, on a des animaux qui sont diurnes et d'autres nocturnes. Donc, diurne, ça veut dire qu'ils vivent le jour, et nocturne, ça veut dire qu'ils vivent la nuit. Et chez les poissons, c'est pareil. On a des poissons qui vont vivre le jour et d'autres qui vont vivre la nuit. Donc, certains poissons voient mieux la nuit et d'autres voient mieux le jour parce qu'ils se sont adaptés à leur période de vie et à leur environnement. Vous voulez qu'elle vous voie encore? Pendant la récréation. Bye bye.